Donc moi je suis docteur Julien Imbaud, je suis praticien hospitalier donc dans le service d'anesthésie réanimation en chirurgie cardiaque à l'hôpital Olévêque à Bordeaux. Et donc on va essayer de faire un petit peu de lecture critique d'articles. On va s'intéresser aux trois énormes essais qui sont un peu en train de changer le paysage de l'assistance. Donc Danger Shock, ECLS Shock et ECMO CS. Si je résume très rapidement, les messages de ces papiers, c'est l'ECMO ça sert à rien et l'Impella c'est très bien. On va essayer d'aller un peu plus profondément dans ces analyses-là pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut réellement en tirer et les informations qu'on a. J'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, en dehors du fait que, comme beaucoup de gens ici, j'aime bien l'assistance et donc j'ai quand même un biais quand je lis des articles qui disent que l'assistance sert pas. Donc c'est quand même à garder en tête quand je vais critiquer ou analyser les papiers. Donc, de quoi on parle et de quels patients on parle? Dans ces trois études, on parle presque des mêmes patients, mais pas tout à fait. Il y a des patients où c'est du choc cardiogénique, mais pas que de l'infarctus. C'est principalement ECMO-CS, avec un effectif de patients qui est plus faible. Et puis, il y a les deux autres études, ECLS choc et Danger shock, qui sont intéressés aux patients en choc cardiogénique, en tout cas c'est ce qu'ils disent, et qui sont en lien avec un infarctus du myocarde. On va détailler un peu ça et vous connaissez certainement donc la classification Sky qui est assez intéressante parce que elle a le mérite d'au moins uniformiser les patients, de les classer et de voir un petit peu. Alors ce qu'on remarque, bon, A et B, on va dire que c'est pas vraiment du choc cardiogénique ou c'est quelque chose d'assez débutant. Par contre, à partir du stade C, on est dans du choc cardiogénique, du vrai choc cardiogénique, mais quand même débutant, hein, avec peu de critères. Le stade D, c'est des patients qui vont s'aggraver et se détériorer. Il y a plus de lactate, il y a plus d'amine. Et puis le stade E, c'est les patients les plus graves. Euh, alors c'est un peu drôle parce que c'est des patients qui sont décrits comme parfois nécessitant l'assistance, alors qu'on va voir qu'on discute s'il faut la mettre ou pas. Donc c'est un petit peu à réfléchir. Enfin, des patients qui sont très détériorés. Alors quand on regarde ECMO CS par exemple, qu'est-ce que c'était comme patient? Donc c'est du Sky D et du Sky E. Alors attention, c'est une étude qui est un peu plus ancienne et donc il n'y avait pas la classification Sky. Donc ils ont requalifié leurs patients secondairement pour essayer de les faire rentrer dans cette classification pour qu'ils soient à peu près comparables. En tout cas, ils ont fait des patients qui sont quand même relativement graves. Il n'y a pas de Sky C. Et puis on voit quand même qu'il y a la moitié des patients qui ont un infarctus. Par contre, quand on regarde les patients dans Danger et dans ECLS Shock, c'est intéressant parce que donc c'est les patients qui ont un infarctus, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, dans Danger, vous voyez le choc cardiogénique, il est défini par une pression artérielle qui est basse ou un vasopresseur qui est nécessaire, et puis un défaut de perfusion avec des lactates élevés et une FEVG à 45%. Bon, bah ça, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait un bas débit là-dessus. C'est quand même un peu embêtant. Donc, certes, il y a un infarctus, certes, il y a une altération de la fraction d'éjection, mais qui n'est pas majeure. Et surtout, on n'a pas d'autres paramètres, par exemple, échographie, on n'a pas forcément de paramètres de SVO2. Donc, finalement, c'est des critères de choc cardiogénique qui peuvent quand même être discutés. Je suis pas sûr que tous nos patients qui ont ces critères-là soient en choc cardiogénique. ECLS choc, on est dans quelque chose qui est à peu près pareil, hein, avec donc des patients qui ont une hypotension artérielle, qui ont des catécholamines, donc peut-être que là on peut dire qu'il y a aussi des inotropes dedans, et puis des signes d'hypoperfusion périphérique. On n'a aucune information sur le débit cardiaque, ni par échographie, on pourrait dire quand même faire une ITV, ça pourrait être intéressant, et donc les classer sur l'ITV, ou peut-être même du monitorage un peu plus invasif, on n'a pas. Et puis surtout, il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est que dans ECLS Shock, on a 80% de patients qui sont en post-arrêt cardiaque. Donc c'est pas, en tout cas, donc l'étude, elle est faite sur ces patients-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas valide, mais ça veut dire que ça ne correspond pas nécessairement à l'ensemble des patients que vous avez en choc cardiogénique. Et c'est probablement un phénotype de patient en choc cardiogénique assez particulier. Et est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des assistances à des patients qui sont en fait dans un syndrome de post-ressuscitation, hein, et qui vont avoir un phénotype et vasoplégique et de dysfonction cardiaque, mais peut-être que la dysfonction cardiaque n'est pas au premier plan. Donc finalement, il faut faire bien attention à la réponse qu'on va obtenir de CLS Shock sur la population qui a été ciblée. Et donc, si on regarde comment sont répartis les patients parmi cette classification Sky, donc je vous ai dit que MOCS, c'est du D et du E, donc des patients qui sont relativement graves, hein, que certains pourraient appeler des chocs cardiogéniques réfractaires. Ça n'apparaît pas, mais voilà. Par contre, on voit que dans ECLS Shock, il y a 50% qui sont sur du Sky C, et on a à peu près les mêmes pourcentages dans Danger.
la question qui peut se poser, c'est qui assiste aujourd'hui des patients qui ont 2,5 de Dobu? Je sais pas, parmi vous, là. Voilà. Donc, on va assister ces patients-là et donc on peut un peu se dire, OK, c'est des patients qui sont pas forcément si graves et on va leur mettre une machine avec des complications propres. Et donc, si on n'a pas forcément besoin de la machine et qu'on s'expose aux complications, peut-être qu'effectivement, ça va noyer des résultats sur des patients un peu plus graves. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit la pratique qu'on est aujourd'hui en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme intervention? Si on détaille un petit peu ce qu'ils ont fait, dans ECMO-CS, ils font ECMO versus traitement médical. En tout cas, c'est ce qui est dit. Dans ECLS Shock, ils font ECMO versus traitement médical. C'est encore une fois ce qui est dit. Et puis dans Danger, on fait Impella versus traitement médical, Impella CP. Qu'est-ce qu'on fait en vrai chez ces patients? Il y a énormément de crossover. Et vous savez que dans les études sur l'assistance, en fait, on dit que pour des raisons éthiques, le système qu'on teste, eh ben, on l'offre quand même aux patients qui sont en traitement médical. Donc ça sous-entend qu'on pense quand même que ça marche un petit peu. En tout cas, on dit que c'est plus éthique. Et donc en fait, dans ECMO Shock, on va plutôt comparer early, donc implantation immédiate, versus retardé. Donc 40% des patients dans le traitement médical ont une assistance qui a lieu un peu plus tard, tardivement. Dans SLS Shock, c'est quand même l'ECMO précoce versus un quart des patients qui ont une assistance quelle qu'elle soit. Donc, c'est pas du traitement médical. Et dans Danger, on a Impella précoce avec quand même un petit peu d'ECMO. Bon. Et puis, 25% des patients dans le traitement médical ont aussi de l'assistance. Donc, on voit qu'on n'a pas tout à fait comparé assistance versus pas d'assistance. Alors, comment ils gèrent leur machine? En tout cas, est-ce que c'est des stratégies qui sont transposables sur ce qu'on fait, hein? Est-ce que la validité extrinsèque de l'étude, elle est bonne et est-ce qu'on peut prendre leurs résultats pour nous directement? Donc, dans le ECLS choc, si on regarde un petit peu les données, moi, je suis assez surpris, hein, dans le choc cardiogénique sévère, ou en tout cas dans ce qu'on fait, ils ont 2,7 jours d'assistance. Alors, soit ils travaillent excessivement bien, et c'est peut-être le cas, soit les patients sont peut-être pas si graves que ça. Et c'est vrai qu'on est quand même assez surpris d'avoir que 2,7 jours d'assistance sur du choc cardiogénique. Qu'est-ce qu'on a comme type de stratégie de décharge? Aurore, elle vous a présenté le topo et je vais pas me replonger dedans, mais ils ont que 6% de décharge, alors qu'on a quand même un peu de littérature qui dit que déjà dans la majorité des gens, on est plutôt aux alentours de 30% de décharge, c'est ce qu'on a vu dans ce papier-là, et puis ça pourrait baisser la mortalité. Donc encore une fois, on voit qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes stratégies que ce qui est pratiqué de façon générale en France et puis même dans le monde. C'est intéressant quand on regarde qui ils ont déchargé. Ça, c'est encore le plus, on va dire, le plus surprenant. Alors, on peut se dire c'est hyper bien fait parce que ils ont mis des critères très stricts de décharge qui sont plutôt. Alors moi, j'étais assez satisfait, hein. Enfin, je trouvais voilà, donc comme Aurore les a présentés en disant bah pas de pulsatilité, ok, la valve qui s'ouvre pas. Ça, on va dire, c'est les critères un peu standards faciles que tout le monde a. Mais on voit aussi qu'il fallait décharger si on avait une ITV inférieure à 10. Ok, comme Aurore l'a montré, c'est quand même pas tout le monde qui fait ça, mais pourquoi pas. Et puis, si le ventricule se décharge, c'est assez intéressant. Donc, en fait, il n'y a que deux patients, surtout les patients qui ont une ITV inférieure à 10. Donc, en fait, il y a 97% des patients sous assistance qui ont une ITV supérieure à 10. Et en fait, on n'est pas loin quand même des critères de sevrage. Donc, en fait, 97% des patients n'ont peut-être pas besoin d'assistance. Quelle est leur stratégie au cours de l'assistance, hein? Vous savez que quand on met une assistance, comme son nom l'indique, temporaire, il faut qu'on ait réfléchi à la stratégie, au bridge. Vous connaissez globalement de façon assez simplifiée les choses. Soit on vise le recovery, soit on vise la transplantation, soit le bridge to bridge avec de l'assistance de longue durée. Si on regarde un petit peu ce qui se fait en France, c'est la première colonne, c'est l'étude des équipes de la Pitié, où on regarde un petit peu ce que les patients deviennent lorsqu'ils ont une assistance. Donc ça, c'est à 5 ans. Bon, on a 30% de recovery. OK, on a 5% de greffe. On a 10% d'implantation chronique et 47% de mortalité à 5 ans. Dans SLS Shock, on a quand même beaucoup plus de patients en recovery. Aucune information sur la transplantation. On a très peu d'implantation d'assistance chronique. Et puis, on a la même mortalité qu'à la Pitié, mais à J30. Après, la Pitié travaille probablement très bien.
Mais en tout cas, il y a quand même, ça pose un peu question de se dire qu'il y a aucune mortalité différente sur les 5 ans. Donc c'est vrai que la stratégie même de ce qu'on va faire après, et tout ça va un peu dans le même sens, de dire que ces patients finalement sont peut-être pas si graves et récupèrent beaucoup. Euh, on regarde un petit peu les endpoints, et ça c'est quand même important et c'est robuste, et c'est ce qui fait, je critique beaucoup, mais c'est ce qui fait quand même la force de ces études-là. On fait une mortalité à 6 mois dans Danger, et ça, il y a quand même pas beaucoup de papiers de RCT sur l'assistance qui font de la mortalité à 6 mois. Et donc on voit effectivement, c'est le gros point qui fait beaucoup discuter en ce moment, c'est de dire effectivement la mortalité dans le groupe Impella, elle est à 45% à 6 mois dans le choc cardiogénique avec un infarctus. Et quand on met une Impella, pardon, et quand on fait du traitement médical standard, on est à 58,5%. Donc il y a une différence significative, statistique, tout ce que vous voulez. 8 patients à traiter pour en sauver un. C'est quand même des chiffres qui sont assez élevés si on prend du SkyC à 6 mois. Et surtout, quand on regarde un petit peu dans l'analyse en sous-groupe, euh, les Allemands, parce que donc en gros, ça a commencé au Danemark, ça a eu du mal à prendre, et puis après, ils ont ouvert l'Allemagne, ils ont ouvert l'Angleterre, et là, ils ont pu finir l'étude. Il n'y a aucune différence de mortalité à 6 mois en Allemagne et en Angleterre. Par contre, on a une très grosse différence qui emmène le résultat au Danemark. Et ça, c'est quand même un peu particulier qu'il y ait un effet centre qui soit aussi marqué. Et donc, est-ce qu'il y a une stratégie locale qui fonctionne un petit peu moins bien? C'est ça qui est intéressant. Et donc, vous voyez, c'est pas la mortalité, sans faire de statistiques, hein, on est à 48, 42, 49%. Par contre, il y a une surmortalité du bras contrôle au Danemark qu'on comprend pas tout à fait. Alors ça, je passe très vite dessus, mais ils ont refait des papiers après, parce que vu que ça fait beaucoup de débat, les gens écrivent, racontent, essayent de comparer les patients. Et c'est vrai que quand on regarde les autres études et qu'on regarde les patients médicaux de Danger, ce qu'ils ont appelé les Danger-like dans d'autres papiers, leur mortalité à 6 mois, elle est plutôt attendue à 48%, et dans Danger, on est à 59%, ce qui est quand même pas négligeable. Si on regarde dans ECLS Choc, les critères de jugement principal, c'est de la mortalité à J30, c'est quand même robuste, c'est de l'étude qui est randomisée encore en RCT, donc encore une fois, je critique, mais c'est quand même des études qui ont le mérite d'exister, ils sont robustes sur le plan scientifique, c'est quand même ça qui est important, et donc la mortalité à J30, bon bah là c'est NS, hein, il n'y a pas de différence si on met une assistance ou si on n'en met pas, ou alors si on fait du crossover. Euh, et puis, ils ont publié une étude un an après, globalement, et ça, c'est quand même, encore une fois, c'est robuste hein, d'avoir un suivi sur un an sur autant de patients sur l'assistance. Et une fois encore, CNS. Donc, on ne peut pas vraiment faire de critique méthodologique sur ces résultats-là et sur les statistiques quand on sait ce qu'on compare, bien entendu. On peut juste s'interroger sur la mortalité et quand on voit que dans SLS choc, donc sur du choc cardiogénique, sous assistance, il y a 50% des patients qui meurent de choc cardiogénique. Moi, j'arrive pas à bien comprendre. Je dis pas qu'on les a tous guéris quand on a mis l'assistance sur du choc cardiogénique, mais il meurt de d'autres complications, hein, des complications neurologiques, des complications respiratoires, rénales, du choc septique, de ce que vous voulez. Mais là, les patients qui ont eu une assistance, ils meurent d'un choc cardiogénique réfractaire. Moi, j'arrive pas à bien comprendre ce que ça veut dire. À la limite que dans le groupe contrôle, ils meurent d'un choc cardiogénique réfractaire, ça se conçoit. Mais que dans le groupe assistance, on meurt d'un choc cardiogénique réfractaire, c'est quand même assez surprenant. N'oublions pas que c'est quand même 80% d'arrêt cardiaque. On n'a aucune information sur les limitations de soins qui sont une des causes de mortalité assez importantes quand on fait de l'arrêt cardiaque. On n'a pas d'informations sur la réévaluation du pronostic neurologique et voilà, et les décisions qui s'en suivent, puisqu'on sait que ça va quand même être ça qui va être impactant. Dans ECMO-CS, le critère de jugement principal, c'est un critère composite de mortalité, d'arrêt cardiaque et puis d'implantation d'autres machines. Et là, on voit, c'est pareil que entre l'ECMO immédiate et l'ECMO retardé, on n'avait pas de différence significative à J30. La mortalité était comparable également. Et puis, ils ont fait aussi, comme les autres papiers, une mortalité à 1 an. Il n'y a pas de différence non plus. On peut noter une petite analyse en sous-groupe. Ça, c'est mon côté biais, j'aime bien l'assistance, qui dit que quand on met des patients qui ont une hypotension plus sévère, eh ben, l'ECMO marcherait peut-être, mais c'est pas une information à retenir, on va dire. Euh, c'est intéressant, quand on a plusieurs études, eh ben, on fait une méta-analyse
Et donc, ça renforce la littérature. Bon, je suis pas tout à fait sûr quand on regarde cette méta-analyse. Donc, on a pris trois autres études avec très peu de patients, et puis on a mis ECLS choc. Et puis, vous voyez, hein, c'est les deux points qui font la même taille. Donc, en fait, c'est une méta-analyse avec une seule étude, avec deux autres pour décorer un petit peu. Mais à mon sens, ça ne renforce pas le poids des études qu'on a fait. Ça n'a pas vraiment poulé les choses. D'accord? L'effectif est tellement énorme que forcément, ça. Alors, une autre petite étude que je décris pas longtemps, mais qui compare aussi un petit peu, qui s'est posé la question du timing de l'assistance circulatoire, et ça revient un petit peu à l'étude ECMO-CS, et on voit effectivement que qu'on les mette tôt, alors ce qu'ils ont appelé intermédiaire, donc c'est discutable, ou un peu plus tardivement, la mortalité change pas. Je pense que c'est quand même un message intéressant à se dire, peut-être qu'il n'y a pas de nécessité à assister dans la minute votre patient qui est en choc cardiogénique. Ça, c'est quand même deux messages qui reviennent plusieurs fois. Et donc ça, c'est assez intéressant. Il faut regarder, bien sûr, et dans Danger, et ça, c'est ce que les gens qui veulent critiquer l'Impella et cette étude soulignent, c'est que... Bon, il faut que... Ouais, bon, bah, on est à la fin. Il y a quand même, dans le groupe Impella, beaucoup plus de complications, du saignement, de l'ischémie de membre. Et surtout, quand même, ça me paraît une donnée importante. Il y a 41% des patients qui ont de l'épuration extra-rénale sur du SCAI-C, encore une fois, à 50%. Ça fait quand même une grosse proportion de patients et j'ai pas l'impression que c'est ce que nous ayons. En conclusion, ces trois grandes études qui peuvent changer quand même les choses. Euh, le SLS Shock, c'est une étude qui est encore une fois bien faite sur le plan méthodologique, mais elle s'intéresse à l'ECMO dans le syndrome post-ressuscitation, ou en tout cas 80% des patients sont comme ça. Et ça, bon, bah, effectivement, l'ECMO pour ces patients-là, ça n'a pas l'air de marcher. ECMO CS, et on a une autre étude, plusieurs données comme ça qui disent que bah, immédiat versus retardé, bah, ça change probablement pas grand-chose. Et Danger, c'est patients en choc cardiogénique de moins de 24 heures qui ont un STEMI, qui n'ont pas fait d'arrêt cardiaque, qui n'ont pas d'autres défaillances. Et là, effectivement, ça pourrait marcher. Et je mets Canby parce que finalement, c'est dans ce qui est sorti dans la recommandation 2025 américaine. Ils disent que ça peut, alors vous voyez, ils mettent quand même des pincettes, hein, parce que c'est un beau avoir un RCT, et eux, c'est incroyable, ils ressortent le terme de sévère ou réfractaire alors qu'en fait, c'est plus trop utilisé. Ils le définissent à aucun moment des 65 pages de la recommandation. Et donc, on sent qu'ils sont en train un petit peu de mettre des pincettes. En France, aujourd'hui, on travaille sur les recommandations du choc cardiogénique et on va probablement prendre un petit peu les mêmes directions avec des pincettes. Si je conclus juste, c'est quel moment pour l'assistance? Eh ben, peut-être qu'on peut quand même se baser sur la classification SKY qui existe, qui est assez précise, et se dire attention, du SKY-C, c'est des patients pas assez graves. Peut-être qu'on va tirer les résultats avec des complications et surtout mettre une machine qui ne sert à rien. Et donc, bah, forcément, montrer que ça sert à rien quand ça sert à rien, qu'il n'y en a pas besoin, bah, c'est possible, effectivement. Que si on les met trop tard chez des patients qui sont en arrêt depuis trop longtemps, tout ça, ça ne marche pas, bien sûr. Et puis, peut-être que la cible de patients, c'est le D et E. Et en fait, finalement, j'ai l'impression qu'on retourne un peu sur ce que beaucoup de gens ont appelé du choc réfractaire, finalement. On, qu'il y avait différentes définitions en fonction des centres, mais c'est peut-être un peu ça. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de travailler, quand on va avoir des patients, notamment dans les réseaux, dans les centres périphériques, de se dire, bah voilà, j'ai un patient qui est en SCAI-C, est-ce qu'il va évoluer? Est-ce que c'est pas le moment d'appeler le centre de référence qui va être capable de poser l'ECMO pour avoir un premier contact, discuter, peut-être envisager un rapprochement quand le patient est stable. Alors, ne pas rapprocher tous les patients en choc cardiogénique d'une région, c'est pas ça l'idée. Mais en tout cas, de discuter, d'être alerté, et puis de se déplacer s'il s'aggrave trop, ou de le faire venir si on sent qu'il est transportable encore. Et en tout cas, de discuter de tout ça autour d'une choc team, et bien sûr, avec le projet. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Un peu de pub pour le congrès à Bordeaux sur l'assistance en 2025 en décembre.